100 millions d'unités produites. C'est le bilan comptable du fusil le plus célèbre de la planète. L'AK-47 est partout. Mais l'histoire de sa création et le destin brisé de son inventeur cachent une réalité brutale. Une trajectoire sombre marquée par le sang et les regrets. Comment un paysan russe a-t-il pu changer la face de la guerre moderne? La réponse ne se trouve pas dans les livres d'ingénierie. Elle se trouve dans la boue des tranchées. Tout commence avec Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov. Il est le 17e enfant d'une famille de 19. À l'image, on voit la misère rurale de l'époque. Seuls 8 de ses frères et sœurs atteindront l'âge adulte. La survie est un combat quotidien. Sa famille est déportée en Sibérie pendant les purges politiques. À ce moment-là, le jeune Mikhail ne rêve pas d'armes. Il veut construire des machines agricoles. Il veut réparer la terre, pas la déchirer. Mais l'année 1939 change tout. La Seconde Guerre mondiale éclate. Kalachnikov est mobilisé dans l'armée rouge. En 1941, il commande un char avec le grade de sergent-chef. Pendant la bataille de Briansk, l'acier rencontre l'acier. Un obus anti-char allemand pulvérise son blindé. Kalachnikov survit, mais il est grièvement blessé. 6 mois d'hôpital suivent. C'est ici, entre les cris des blessés et l'odeur du phénol, que l'AK-47 prend vie. Kalachnikov écoute ses camarades de chambrée. Les soldats hurlent leur frustration. Leurs fusils soviétiques s'enrayent. Ils sont lourds et obsolètes. En face, les Allemands disposent d'un matériel supérieur. Kalachnikov décide d'agir. Il a déjà un talent pour la mécanique et a conçu des gadgets pour les chars. L'état-major repère ses croquis et lui donne sa chance. À l'écran, on observe le Sturmgewehr 44 allemand. Pour comprendre le projet de Kalachnikov, il faut regarder ce que l'ennemi a déjà réussi. Le STG-44 est le premier véritable fusil d'assaut fonctionnel. C'est une révolution technique. Avant cela, les armées utilisaient des fusils à longue portée ou des pistolets mitrailleurs imprécis. Il y avait un vide au milieu. Les données du champ de bataille sont formelles. La majorité des combats se déroulent à moins de 300 mètres. À cette distance, les munitions de précision capables de tuer à 1 km sont inutiles. Elles sont trop lourdes, elles coûtent trop cher. Le recul empêche le tir rapide. A l'inverse, les pistolets mitrailleurs sont inefficaces au-delà de 50 mètres. La solution tient en un mot, polyvalence. Kalachnikov cherche l'équilibre. Une arme capable de tirer au coup par coup avec précision à 300 mètres, mais aussi de vider un chargeur en automatique dans l'urgence. L'idée est de créer une cartouche intermédiaire. Elle doit combler le fossé entre le pistolet et le fusil lourd. Les Allemands l'ont fait les premiers avec leurs munitions de 7,92 mm. À première vue, un simple défi technique. Mais en réalité, le début d'une course aux armements qui va coûter des millions de vies. Kalachnikov commence à dessiner. L'erreur n'est pas permise. Le cahier des charges est simple, l'arme doit fonctionner dans le sable, dans la boue et sous le gel sibérien. Le processus de création s'accélère. Ce n'était que le début d'une transformation radicale de l'infanterie mondiale. L'histoire s'est arrêtée sur ce premier prototype, mais les conséquences, elles, ne faisaient que commencer. 1943. C'est l'année où l'Allemagne change la donne avec le STG-44. Le tout premier véritable fusil d'assaut de l'histoire. Une arme conçue autour d'une munition intermédiaire. Elle permet des tirs précis, dispose d'un chargeur de 30 cartouches et reste contrôlable en mode automatique. Un soldat peut transporter 200 munitions sans s'épuiser. Mais le timing est mauvais. Pourquoi le STG-44 n'a-t-il pas sauvé le Reich? La réponse est simple, il est arrivé trop tard. En 1944, l'armée allemande s'effondre déjà sur tous les fronts. La production de masse ne suffit plus à inverser la tendance. À l'image, des usines sous les bombes et des lignes de ravitaillement coupées. Les soviétiques capturent ces fusils et analysent immédiatement la cartouche. Ils veulent la même chose. Ils développent alors le 7,62 par 39 mm. Mais en pleine guerre, les usines tournent à plein régime pour les modèles existants. Il n'y a pas de place pour une nouvelle arme. Le projet est mis de côté, mais pas oublié. De leur côté, les Américains tentent l'expérience avec la carabine M1. C'est une version réduite du Garand. Mais le résultat est décevant. La munition manque de puissance. Les États-Unis abandonnent presque l'idée. Les Allemands, eux, avaient trouvé l'équilibre parfait. Et les vainqueurs du conflit vont s'empresser de piller cette technologie. Mais ils ne volent pas que des plans, ils volent des cerveaux. 22 octobre 1946, opération Ozo Aviakim.
En pleine nuit, dans la zone d'occupation soviétique, les forces spéciales lancent un raid massif. Ils visent les domiciles de plus de 2000 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands. Sur les rapports, on lit « Les ordres étaient clairs, les Allemands doivent faire leur bagage immédiatement. Ils partent pour l'Union soviétique avec leur famille. Personne ne refuse. » L'alternative est une cellule ou une exécution sommaire. Parmi eux se trouve Hugo Schmeisser, le concepteur du STG-44. Schmeisser est envoyé à Ijevsk, le centre de fabrication des armes légères. Il y reste jusqu'au 9 juin 1952. Il meurt un an après son retour en Allemagne. Quelle est sa part réelle dans la création de l'AK-47 ? Officiellement, il n'était qu'un consultant, mais le doute persiste. À première vue, l'AK-47 ressemble au STG-44. Mais en réalité, les mécanismes internes sont opposés. Le fusil de Kalachnikov utilise un système de verrou rotatif. C'est une architecture plus proche du M1 Garand américain que de l'arme allemande. Kalachnikov lui-même l'admet. Il a combiné les meilleures idées mondiales. La compétition interne est brutale. 7 prototypes s'affrontent. Kalachnikov domine déjà les tests, mais l'arme n'est pas parfaite. C'est là qu'intervient l'ingénieur Alexander Zaitsev. Il propose une modification radicale. Fusionner le piston à gaz et le porte-culasse. Il bouge désormais comme une seule unité massive. À l'image, on voit la culasse reculer avec une force brutale. Ce mouvement crée une inertie capable d'écraser la boue, le sable ou les débris. C'est la naissance de la fiabilité légendaire du système. En 1948, le prototype final est adopté. Son nom, Avtomat Kalachnikova. Le monde l'appellera simplement l'AK. L'histoire s'est arrêtée là pour les ingénieurs allemands. Mais pour le fusil russe, tout commençait. 100 millions d'unités produites à travers le monde. C'est le bilan chiffré du fusil d'assaut Kalachnikov. Aucun autre modèle dans l'histoire ne s'approche de ce record. Pourquoi l'AK est-elle si fiable? La réponse est simple, mais elle est brutale. Là où les ingénieurs occidentaux cherchent la précision chirurgicale, Mikhail Kalachnikov a choisi le chemin inverse. Il a conçu une arme avec des tolérances intentionnellement lâches. À l'image, on voit des espaces larges entre les pièces mobiles. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une stratégie. Quand la boue, le sable ou les débris entrent dans le mécanisme, ils ne bloquent rien. La saleté a de la place pour circuler sans gripper l'action. Le prix à payer est une précision légèrement réduite. Mais pour une armée de conscrits sur un champ de bataille, la précision de tir sur cible compte peu. Ce qui compte, c'est que le coup parte à chaque pression sur la détente. La clé de cette endurance réside dans le système à piston à gaz à longue course. Observez le processus. Lors du tir, les gaz brûlants sont déviés par un orifice situé près de la bouche du canon. Ils entrent dans un cylindre supérieur et poussent un piston directement relié au porte-culasse. Ce système est surdimensionné. La course est 50% plus longue que nécessaire. Résultat, l'arme fonctionne même encrassée, même sans lubrification, même sous une couche de poussière. Le mécanisme dispose aussi de 5 mm et demi de course libre. Cela crée un délai crucial. La pression des gaz a le temps de chuter avant que la culasse ne se déverrouille. C'est une sécurité mécanique absolue. Sur la vidéo, on remarque le brillant de l'acier. Le canon et la chambre sont chromés. Ce revêtement résiste à la corrosion et à l'usure intensive. C'est un détail vital pour les munitions soviétiques de l'époque, chargées de sel corrosif. Un canon chromé peut tirer 15 000 à 20 000 munitions sans faiblir. Mais la fiabilité vient aussi de la cartouche de 7,62 par 39 mm. Sa douille possède une forme fortement conique. Elle a été dessinée pour une seule mission, fluidifier l'alimentation et l'extraction. Le cône réduit le contact avec les parois de la chambre. Moins de friction signifie moins d'enrayage. C'est d'ailleurs cette forme de cartouche qui impose au chargeur de l'AK cette courbure si particulière. Sans ce design, l'alimentation automatique serait un cauchemar. À première vue, l'AK-47 semble immuable. Mais en réalité, le modèle que tout le monde connaît est une évolution. Les premiers exemplaires utilisaient des boîtiers de culasse usinés dans la masse. C'était lourd et coûteux. Dès que la technologie a permis de stabiliser la production de tôle emboutie, les soviétiques ont lancé l'AKM. Plus léger, moins cher à produire. C'est ce modèle, et non l'AK-47 d'origine, que l'on retrouve sur tous les continents. L'AKM a introduit un accessoire célèbre, le frein de bouche en biseau. Les troupes soviétiques l'appelaient le sifflet. À l'image, on voit les gaz s'échapper vers le haut et la droite. C'est un contrepoids physique.
Comme le fusil a tendance à se cabrer dans cette direction lors du tir automatique, le sifflet force le canon vers le bas. L'arme devient contrôlable. L'évolution était terminée. La situation s'est alors accélérée. L'AKM a permis une production de masse sans précédent. Les pays du bloc de l'Est ont commencé à fabriquer leur propre version, sous licence ou non. Le design est devenu une base universelle pour le développement de l'armement léger. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La machine de guerre soviétique a inondé la planète. On estime aujourd'hui que 100 millions de fusils basés sur ce système ont été assemblés. C'est ainsi qu'une simple idée de tolérance mécanique a changé la face des conflits modernes. Cependant, $0, c'est le prix exact que l'Union soviétique a demandé pour la licence de fabrication de l'Ak-47. Pourquoi Moscou a-t-il offert sa technologie militaire la plus précieuse? Une simple pause de réflexion s'impose. La réponse est purement géopolitique. Inonder le monde pour armer chaque ennemi potentiel de l'Occident. Les plans ont été distribués gratuitement aux pays du pacte de Varsovie et aux nations en développement. Le résultat a été immédiat. Une production de masse incontrôlable. Plus de 200 variantes ont vu le jour dans au moins 30 pays différents. Les usines tournaient jour et nuit. Les stocks débordaient. Le Vietnam a servi de premier laboratoire grandeur nature. C'est là que le mythe s'est confronté à la réalité américaine. Sur les images d'archives, on distingue clairement la frustration des soldats américains. Ils frappent leurs armes contre le sol. Le M16, fusil de nouvelle génération, subissait une crise de fiabilité catastrophique. L'humidité de la jungle grippait les mécanismes. La poudre encrassait la culasse. 80% des troupes américaines ont rapporté des incidents de tir au début du conflit. Pour un soldat en plein échange de tirs, ce clic silencieux signifiait souvent la mort. Pendant ce temps, les forces du Nord-Vietnam et le Viet Cong utilisaient des armes fournies par l'URSS et la Chine. Leur équipement fonctionnait dans la boue. Il fonctionnait sous la pluie. Il fonctionnait sans entretien. La situation est devenue si critique que des soldats américains ont commencé à contourner leur propre logistique. Ils achetaient des fusils chinois type 56 sur le marché noir. Ils préféraient porter l'arme de l'ennemi plutôt que leur dotation officielle. Le Pentagone a fini par corriger les défauts du M16, mais des milliers de soldats étaient déjà rentrés dans des sacs mortuaires. Mais ce n'était que le début de l'ironie historique. L'Afghanistan a transformé ce paradoxe en horreur pure. Les États-Unis sont devenus l'un des plus gros acheteurs mondiaux de fusils Kalachnikov. L'opération Cyclone, l'une des missions secrètes les plus coûteuses de la CIA, visait à armer les Moudjahidines contre l'invasion soviétique. Le budget a explosé. Il a atteint 630 millions de dollars. L'objectif était simple, tuer un maximum de soldats soviétiques. Mais livrer des M16 aurait signé l'implication américaine. La CIA a donc opté pour une approche plus discrète. Elle a acheté des stocks massifs de variantes chinoises, égyptiennes et turques de l'Ak-47. À première vue, une stratégie brillante pour affaiblir l'URSS sans engager de troupes. Mais en réalité, la création d'une poudrière incontrôlable. Les soviétiques se sont retirés, mais les armes sont restées. L'Afghanistan s'est transformé en une société militarisée saturée de fusils d'assaut. Les factions moudjahidines se sont entretuées avec ces mêmes armes. De ce chaos a émergé les talibans. Ils étaient armés jusqu'aux dents par le contribuable américain. Lorsque l'armée américaine a envahi l'Afghanistan en 2001, la boucle était bouclée. Les soldats américains se faisaient tirer dessus par des fusils financés par la CIA 2 décennies plus tôt. L'histoire s'est accélérée en 1991. L'effondrement de l'Union soviétique a brisé toutes les digues. Les républiques ex-soviétiques se sont retrouvées avec des millions d'armes et aucune liquidité. Les soldats impayés ont vidé les arsenaux. Ils vendaient le matériel militaire au poids de la ferraille. Acheter un fusil d'assaut est devenu aussi simple qu'acheter du pain. La dissolution de la Yougoslavie a produit le même effet. Des millions d'unités se sont déversées sur le marché noir européen et mondial. Ces armes n'ont pas fini dans des musées. Elles ont fini entre les mains de groupes terroristes et d'organisations criminelles. Dans les zones de conflit, la loi de l'offre et de la demande a fait chuter les prix à des niveaux ridicules. En Somalie, au Rwanda, au Mozambique ou au Congo, un AK-47 se négocie entre 30 et 125 $. Un témoin de la guerre civile rwandaise rapporte un fait glaçant. On pouvait échanger un fusil d'assaut contre un simple poulet. Le commerce illégal de ces armes génère aujourd'hui plusieurs milliards de dollars par an. Mais le marché a encore évolué vers quelque chose de plus sinistre. En Afrique du Sud, les criminels n'achètent plus, ils louent. Une enquête de 2024 a mis en lumière ce nouveau modèle économique.
Les petits gangs louent des fusils d'assaut à de grands syndicats du crime. Le tarif est fixé à la journée ou à la semaine. Ces armes servent lors d'attaques de fourgons blindés sur les autoroutes. Une fois le braquage terminé, l'arme est rendue. Le risque de possession disparaît. L'arme est devenue un tel symbole de puissance que le Mozambique l'a intégrée à son drapeau national. C'est le seul pays au monde dont l'emblème officiel arbore un fusil d'assaut moderne. Pourtant, la technologie ne s'est pas arrêtée au modèle 47. En 1974, les Soviétiques ont changé la donne. Ils ont introduit l'AK-74. Ils cherchaient une munition plus petite, plus rapide et plus légère. Ils ont créé le calibre 5,45 par 39. Les performances balistiques ont fait un bond en avant. La vitesse à la bouche est passée de 735 à 920 mètres par seconde. Le recul a été divisé par 2. L'énergie de recul libre de l'AK-74 n'était que de 3,39 joules. Le mécanisme restait identique. N'importe quel conscrit formé sur l'ancien modèle pouvait utiliser le nouveau instantanément. Mais sur le terrain, une légende noire est née. Les Moudjahidines afghans l'ont surnommée la balle empoisonnée. Ce n'était pas du poison chimique. C'était de la physique pure. La balle possédait une poche d'air à l'intérieur de sa pointe blindée. Cette cavité déplaçait le centre de gravité vers l'arrière. Au moment de l'impact, avec des tissus mous, le projectile devenait instable. Il ne traversait pas droit, il basculait. Dès les 10 premiers centimètres de pénétration, la balle se mettait à tournoyer sur elle-même. Les canaux de la blessure étaient massifs, bien plus dévastateurs que ceux de l'ancien calibre 7,62. La caméra enregistre souvent les conséquences indirectes. Des combattants blessés laissés sans soins. Sans antibiotiques dans les montagnes afghanes, ces larges blessures s'infectaient immédiatement. La gangrène s'installait. Les combattants mourraient de septicémie, persuadés d'avoir été empoisonnés par les soviétiques. La CIA a pris la menace très au sérieux. Elle a offert une prime de 5 000 $ au premier groupe capable de capturer un AK-74 intact pour analyse. L'évolution de la plateforme continue encore aujourd'hui. La série AK-100 a standardisé le design pour accepter tous les calibres, y compris le 5,56 de l'OTAN. La Russie a officiellement adopté l'AK-12 en janvier 2018. Le système a même été étiré pour créer des fusils mitrailleurs comme le RPK, avec ses canons lourds et ses chargeurs de 75 coups. La Serbie pousse désormais le concept encore plus loin avec le M17. Ils adaptent la plateforme au calibre 6,5 mm Grendel, cherchant le compromis parfait entre portée et puissance d'arrêt. 80 ans se sont écoulés depuis les premiers croquis de Mikhail Kalachnikov sur son lit d'hôpital. Le monde a changé, les frontières ont bougé. Mais son mécanisme, lui, continue de tirer. 250 000 morts par an. C'est le bilan brut attribué à une seule invention. Pour Mikhail Kalachnikov, le créateur de ce fusil, ces chiffres sont devenus un fardeau insupportable. Son arme devait protéger la patrie soviétique. Elle est devenue l'objet le plus meurtrier de l'histoire humaine. Pourquoi comparer un fusil à une bombe atomique? À première vue, l'analogie semble forcée. Mais en réalité, les chiffres disent le contraire. Hiroshima et Nagasaki ont tué environ 200 000 personnes en 2 jours. L'AK-47 dépasse ce total chaque année, de manière constante, depuis plus de 75 ans. Le calcul est simple. L'arme est utilisée chaque jour, chaque heure, dans chaque fuseau horaire de la planète. Ce n'est plus un fusil, c'est la véritable arme de destruction massive. Pendant des décennies, Mikhail Kalachnikov a tenu une ligne de défense ferme. Il répétait la même phrase aux journalistes. Ce n'est pas le design qui tue, ce sont les politiciens. Pour lui, le fusil n'était qu'un outil de défense nationale. Il n'avait jamais prévu que son invention finirait entre les mains de cartels, de milices et d'insurgés sur tous les continents. Mais ce n'était que le début de sa transformation intérieure. À l'image, un vieil homme médaillé, entouré de généraux, mais dont le regard change au fil des ans. En 2002, Kalachnikov affiche encore une certaine fierté. Il regrette simplement que les terroristes utilisent son arme. 10 ans plus tard, le discours change radicalement. À l'âge de 91 ans, il prend une plume et du papier. Il écrit une lettre au chef de l'église orthodoxe russe. Le texte ne sera révélé qu'après ses funérailles. On y lit des mots d'une noirceur totale. Sa douleur spirituelle est devenue insupportable. Une question tourne en boucle dans son esprit. Est-il responsable de chaque vie fauchée par son fusil? Même s'il s'agissait d'ennemis? Plus il vieillit, plus l'idée le ronge de l'intérieur.
Il s'interroge sur Dieu et sur les pulsions diaboliques de l'homme, comme l'envie et la cupidité. Il cherche une réponse, un pardon, une sortie, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Mikhail Kalachnikov s'éteint moins de 2 ans après cette lettre, à l'âge de 94 ans. Le jour de l'enterrement, le cercueil est descendu en terre. On entend le bruit sec des culasses. Une salve d'honneur déchire l'air. Ironie finale. Les tirs proviennent de fusils AK-47. L'histoire s'est arrêtée là.